Bonjour à tous, bienvenue sur Le Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver en vidéo et c'est une grande première et je suis très heureux de le faire. Surtout, je suis très heureux de le faire avec toi, Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Et je suis très heureux de te recevoir, Marie Piette, qui est la directrice générale et l'associée chez Carly, qui est un salon de coiffure qui a évolué en concept store. Une histoire assez incroyable et plein d'angles qu'on va aborder. Mais d'abord, je voulais remercier Sarah et Eva de Chill Silk et puis Pauline et Fleur de la Bonne Brosse qui ont permis cette mise en relation. Et surtout, Alice Clavier, qui est une ancienne collaboratrice de chez Cosa Vostra, qui se trouve être une très bonne amie à toi. C'est ça. On a essayé d'entrer en contact à plusieurs fois, on n'a jamais réussi. Question de spam, question de timing, et c'est elle qui a réussi à faire la liaison. Marie a une expérience assez incroyable. Elle a commencé en cabinet de conseil, puis ensuite a bossé 7 ans à la SNCF, avant de rejoindre ton coiffeur qui se lançait et de l'aider à se lancer. Et puis de lancer avec lui le e-shop de Carly, dont tu nous parleras dans un instant. Et il y a une belle histoire déjà là, dans la moralité, qui est de savoir être ouvert aux opportunités et puis tenter sa chance. Tu vas m'expliquer comment tu as amené de l'expérience client et que tu as réinventé, réenchanté peut-être le parcours client dans un salon de coiffure, en amenant des apprentissages et des techniques et des diagrammes, des analyses, des benches que tu avais pu apprendre à la SNCF où tu étais sur des projets clients app et conseils en interne. Tu vas me raconter comment tu as réussi à créer, enfin vous, avec Pierre Carly, réussi à créer une love brand, puisqu'il y a une véritable réflexion sur le sujet pour Carly. Tu vas me raconter comment vous êtes digital native dès le début, dès le lancement. Et puis surtout, vous avez lancé récemment votre propre marque de compléments alimentaires, Level Up, et tu me raconteras ce lancement également. Parfait. Ça te va comme programme? Parfait. Voilà. Chères auditrices, chers auditeurs, chères spectatrices et spectateurs du coup, veuillez excuser les loupés s'il y en a pour ce premier épisode filmé du panier. Il y en aura plein d'autres, mais je me réjouis de le faire en tout cas avec toi. 7 ans à la SNCF, tu faisais quoi? Je suis passée par plusieurs postes. J'ai vraiment la chance d'avoir une carrière très évolutive à la SNCF. J'ai démarré à l'expérience client. C'est là où j'ai fait mes premières armes et je pense que c'est là où ça m'a le plus servi au départ pour lancer avec Pierre le salon. Dont le premier insight pour moi le plus capital était qu'il n'y a pas plus compliqué que de faire simple, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a vraiment tenu à cœur d'appliquer tout le long de la construction de Carly Paris. Il n'y a pas plus compliqué que de faire simple. On le dit souvent sur le panier, c'est vrai, c'est un de tes managers à la SNCF qui avait ça en grand dans son bureau, c'est ça? C'est ça. Et donc du coup, quand on s'est lancé justement dans ce schéma-là, ça a démarré par construire des customer journey, donc vraiment aller découper schématiquement un parcours d'expérience client en salon et se rendre compte qu'on était sur une expérience assez nominale. Dans tous les salons, on reproduisait exactement le même schéma quasiment, et avec pas mal de choses qui étaient assez complexes pour un client finalement, que ce soit la réservation, de comprendre une grille tarifaire. Il y avait un prix qui était complètement opaque. Et ça, c'était un des premiers insights qu'on a voulu casser, c'était créer une tarification qui soit ultra simple, avec un prix unique, quelle que soit la longueur du cheveu, quel que soit le package qui va être accompagné, donc faire des packages tout compris avec un prix unique. Et ça a été vraiment un game changer, je pense. D'ailleurs, le marché nous a suivis après, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui un peu la norme, d'aller sur ce sens-là. Ok, et du coup, Pierre était ton coiffeur, c'est ça, quand tu bossais à la SNCF? Pierre était mon coiffeur, exactement. Et spécialiste de balayage, pardon, je ne l'ai pas dit. Mais il avait un salon qu'il avait fait littéralement exploser, donc il réfléchissait à lancer son salon, et d'ailleurs, il était en cours de le lancer. Et en discutant de mon métier, de ce qu'était l'expérience client, comment on travaillait, en fait, il s'est dit que c'était peut-être pas mal que je l'aide sur le sujet. Et du coup, on a commencé à bosser ensemble autour de quelques bières pour aller découper c'est quoi cette expérience-là et qu'est-ce qu'on pouvait apporter un peu différenciant à ce marché-là, qui pouvait lui apporter d'autres attributs et un autre spectre sur le métier de coiffeur. Ok. Et donc, vous avez commencé à travailler ensemble? On a commencé à travailler ensemble. Alors que tu bossais encore à la SNCF. Ouais, je bossais encore à la SNCF. Tu avais une carrière un peu toute tracée. Enfin, tu avais déjà un poste à responsabilité. On t'a proposé un peu plus tard un gros poste au moment où tu allais partir. En effet, du coup, moi, je suis passée par plusieurs postes. Donc, j'ai fait l'expérience client. Après, je me suis pas mal intéressée à la data, donc avec toutes les problématiques de personnalisation qui étaient ultra intéressantes. Et mon dernier poste, c'est un poste de responsable de product stratégiste. Donc, c'était une équipe de référents en stratégie produit, donc qui était vraiment là pour aller bencher, découper, amener du chiffrage sur des projets. Donc, vraiment qualifier pas mal de projets à la SNCF. Donc ça a été très formateur pour moi dans la suite aussi, de comprendre vraiment comment fonctionne un marché et comment on peut y apporter quelque chose de différenciant. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé d'appliquer avec Pierre,
en travaillant, ce qui était assez incroyable, c'est que Pierre, il n'arrive pas de ce métier-là, mais qu'il avait un énorme business sense et un goût. Parce qu'en fait, quand on travaille aussi à la strat, il faut voir que dès qu'on travaille de manière agile, on travaille de manière assez drôle en vrai, avec pas mal d'ateliers, de méthodes agiles. Assez drôle, t'as dit? Ouais, Okay. Il y a beaucoup d'exercices qui sont très ludiques à faire, type lister les irritants d'un client sur une customer journey. C'est assez marrant d'aller lister et en fait de se mettre dans nos personas. Donc moi en tant que cliente et lui en tant que coiffeur, se mettre dans son persona et dire moi un irritant fort c'est le no-show par exemple. Un client qui ne va pas venir, en fait moi c'est une perte sec d'argent. Et du coup c'est se dire ok, face à chacun de ces irritants-là, comment on y met une réponse digitale ou autre qui va venir contrer cet irritant-là pour essayer d'aller faire la customer journey la plus enchantante pour le client et la plus aussi enchantante pour le coiffeur, parce que c'est un matching des deux qu'il fallait faire. On est d'accord que tu fais ça en parallèle de ton job à la SNCF au début, ouais. En parallèle de mon travail, juste pour l'aider. Voilà. Et en fait, on se prend vraiment au jeu tous les deux. Il faut savoir que je tombe sur une personnalité qui est vraiment prête à se lancer et à aller faire des choix très forts. Donc voilà, moi, je lui envoie des choix assez forts. Il dit « Ok, on y va ». Donc du type, on a retiré tous les miroirs du salon. Donc ça, c'était assez incroyable aussi en se disant, bon, bah finalement... T'as retiré les miroirs d'un salon de coiffure? Ouais. C'est quand même la base. Dans un salon de coiffure, il y a des sièges devant des miroirs. Exactement. Nous, il y a des sièges devant une cour et des oliviers. C'est quand même magnifique. Carly, je ne l'ai pas dit, est un salon de coiffure à Paris, dans le 11e arrondissement, près de Bastille, dans une cour un peu privative, c'est ça, avec des arbres. Une cour classée, la cour de l'Étoile d'Or. Donc c'est vraiment hors du temps. C'est une cour en pavé où on entend les oiseaux, où il y a des oliviers, donc c'est magnifique. Donc vraiment, ce lieu se prêtait aussi à ce concept fort. Donc bien sûr, il y a des miroirs dans le salon, les clients peuvent se voir à la fin, au début, pendant les diagnostics. Mais le but, c'est que le cours de leur expérience ne soit pas entravé par ce miroir où on peut capter des moments informels entre coiffeurs, où on peut être en stress sur une couleur trop chaude parce qu'elle est juste pas séchée. Voilà. Donc c'était aussi ça, c'était de proposer une expérience qui soit la plus aboutie possible pour la cliente. Il y a les miroirs, il y a autre chose, hein, je crois, il y a le téléphone. Ouais, on a aussi enlevé le téléphone. C'était aussi pour pas que le staff soit coupé pendant. Donc dès qu'ils sont avec la cliente, ils sont à 100% dédiés sur la cliente. Donc ça nous demande d'avoir une réactivité ultra forte dans tout ce qui est aspect digital. Donc on répond à tous les mails en temps réel. On répond à tous les posts sur Instagram. Donc voilà, on a une réactivité qui est très forte qui permet de ne pas avoir de téléphone et de ne pas couper l'expérience d'une cliente. C'est marrant parce que le miroir, moi, ça me permet de discuter avec ma coiffeuse. En fait, on a l'impression que c'est le miroir, mais en fait, on discute autant sans capter le regard, en fait. Donc, c'est vrai qu'ils partagent un moment où ils vont discuter de la même manière, mais sans le miroir. Sans le miroir. Face à une vitre, face à une... Exactement. Ok. Et le téléphone, je trouve ça hyper intéressant. Moi c'est un enfer, je trouve. Alors, salon de coiffure, mais je pense aussi à mon docteur, mon généraliste. En revanche, elle est seule et elle n'a pas de standard. Mais le téléphone qui sonne toutes les 2 secondes, quel enfer, quoi. Il répond une fois sur 2. Ça nécessite d'avoir une équipe, parce que bien sûr, c'est possible si on a une équipe back en arrière. Donc nous, on est 3 derrière à assumer le support. Donc bien sûr, on peut se permettre de ne pas avoir de téléphone, parce qu'il y a une réactivité aussi de par ailleurs. Mais donc là, il est employé. Enfin, en tout cas, il est manager d'un salon de coiffure. Ouais. Vous commencez à bosser ensemble, tu fais ce bench, ouais. tu listes un peu les irritants du parcours client dans un salon de coiffure. Et lui se lance. Lui, il se lance. Dans cette période. Ouais, il avait déjà prévu de se lancer et du coup, il se lance. Et du coup, on change un peu tout le concept à ce moment-là. Je lui fais rencontrer une agence dans les Landes que j'adore en design, qui est Nouvelle Substance, qui va poser les fondements de sa marque, qui va faire toute l'identité graphique de Carly. Et je pense qu'il est très fortement contributif à la success story, parce que pour moi, c'est essentiel pour une marque forte d'avoir un branding fort. Donc voilà, donc il se lance avec ses concepts directement digital natif, parce que moi je travaille en digital, donc forcément on a un site web dès le départ. Là on parle que du salon, on parle pas encore du e-com. Ouais. Donc on démarre directement avec 100% de la réservation en ligne, 100% de la réservation payable le jour de la réservation. C'est rare ça. C'est extrêmement rare, et ça vient de l'irritant du no-show. En fait, c'était de se dire que si on est sur une cour intérieure, le no-show il est sûr qu'il ne sera pas rempli. Si la cliente ne vient pas, on ne pourra pas avoir d'induction de la rue vers le salon. Et du coup, il fallait le gommer, cet irritant-là. Et du coup, on pouvait faire un acompte. Mais en fait, on se disait, en fait, c'était double contrainte. C'était sortir 2 fois sa CB, une fois le moment du rendez-vous, une fois à l'après. Donc nous, on a préféré choisir un autre système, de faire 100% la réservation, mais d'avoir des conditions d'échange d'après-vente ultra ouvertes, parce qu'elle va pouvoir échanger et annuler gratuitement jusqu'à 24 heures avant son rendez-vous. On est d'accord qu'un balayage, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Ça prend plusieurs heures. Enfin, c'est 3h45. C'est pour ça que... Voilà, c'est 3h45, on va faire perdre 3h45 à quoi faire dans une journée. Mais on sort sa CB pour 400 balles pour un balayage. Ouais.
au moment où tu appuies sur le bouton on au live, tu te poses des questions, non? Mais en fait, on peut se poser la question des deux sens parce qu'en fait, aujourd'hui, ça peut arriver que nous, pour avoir un rendez-vous, il y aura 1 à 3 mois d'attente pour avoir un balayage chez nous. Donc, on peut se dire que la cliente qui va le réserver, elle va tomber à la fin du mois et qu'en fait, elle n'a pas ce budget-là à la fin du mois parce que c'est pas le bon moment. Là, au moins, elle va dépenser l'argent quand elle l'a. Donc, c'est-à-dire que je peux réserver là en début de mois et je sais que j'ai cette somme-là à allouer. Et donc, du coup, voilà. Donc, je pense que ça peut être aussi plus confortable. Il y a un sujet intéressant aussi dans ton bench. C'est déjà qui tu benches? Comment tu objectives un peu ton bench? Tu le rends objectif et pas subjectif, parce que c'est toujours un peu subjectif un bench. Et il y a aussi un sujet sur la tarification. Exactement. Du coup, pour le benchmark, moi, c'était quelque chose qui était hyper essentiel avec tout mon background en strat. C'est d'arriver de faire un benchmark le plus objectif possible et donc, du coup, d'aller bencher tous mes concurrents et d'arriver de manière matérielle à comprendre où était le marché. Combien faisaient de la réservation en ligne, qu'est-ce qu'ils proposaient comme type de prestation, est-ce qu'il y avait un e-shop ou pas encore, etc. Donc, voir un peu le niveau de maturité de mon marché. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai monté. Et le premier insight qui est ressorti, c'est que finalement, je n'arrivais pas à bencher le prix, qui est pour moi un peu la base. Et je me suis rendu compte, c'est un principe qui est hyper fort en expérience client en ce moment, qui est le paiement transparent. Donc, c'est tout le phénomène Uber. On sait combien on va payer avant de démarrer sa course. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui était extrêmement opaque et en plus extrêmement matriciel chez un coiffeur parce que tu payais à la longueur de tes cheveux, tu payais tout un surdécoupage de la prestation, ce qui fait aussi que le coiffeur rentre dans une relation qui va être purement commerciale avec toi. Parce qu'il doit venir cross-seller en continu. Donc, tu vas dire que tu vas être au bac en massage crânien où c'est un moment ultra enchantant. Et là, je vais te demander si tu as besoin d'un soin. Et là, tu vas te dire, combien ça va me coûter ça encore? Donc, en fait, moi, c'était quelque chose que je voulais un peu casser. Et comme on s'est dit avec Pierre qu'on allait faire que des choix forts, on s'est dit, on part sur 3 prix. Un prix unique pour le balayage, un prix unique pour la coloration, un prix unique pour la patine. Et du coup, ça a été vraiment un game changer parce que ça n'existait pas quand on s'est lancé. Et aujourd'hui, on voit que le marché vraiment est sur cette tarification ultra simplifiée. Donc une tarification simplifiée dans un métier que tu ne connais pas, mais toi tu as la méthode pour l'analyser. Pierre, il est là depuis... Il a quel âge? On a le même âge, on a 33 ans les deux. Ah ok, mais bon, il est dans la coiffure depuis 15 ans parce que tu fais un CAP coiffure assez tôt. Tu lui proposes un truc qui est quand même un peu game changer et qui casse des pratiques habituelles. Il l'accepte, il l'entend, au départ, il se dit... c'est un peu choquant parce que c'est un modèle qui n'existe pas. Et en même temps, en y réfléchissant, lui se dit, mais carrément. En fait, carrément. Et en fait, on commence à rationaliser la chose en se disant, en vrai, il n'y a que la coiffure qui fait cette tarification. L'exemple qu'on s'est sorti, c'est, tu vois, chez Cartier, c'est quand même le haut de gamme, que tu as un doigt qui fasse du 56 ou du 44, ta bague, tu vas la payer le même prix. C'est quand même de l'or chez Cartier. Et donc, du coup, on s'est dit, mais c'est vrai, tu vas chez l'esthéticienne, elle ne mesure pas le tour de ta jambe pour se dire, je mets 4 bandes de plus. Donc, en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est une fausse croyance de ce marché-là. Et en vrai, ça ne veut rien dire parce que je peux avoir les cheveux jusqu'en bas des fesses, mais ultra fins et du coup pas beaucoup de masse. Et finalement, je peux avoir un carré avec énormément de cheveux. Du coup, je vais mettre beaucoup plus de produits. Donc voilà, on s'est dit qu'en fait, ce rationnel, c'était une fausse croyance de ce marché qui en fait, il fallait complètement enlever. C'est marrant parce qu'on fait des formations avec Pierre sur le business et c'est quelque chose qui fait le plus peur au salon aujourd'hui, c'est se dire mais que vont dire mes clients si je fais le même prix pour un carré ou des cheveux mi-longs. Alors que c'est quelque chose qui est un irritant fort, c'est que la nana qui a entre le carré et le mi-long, elle va lever un peu les cheveux en disant ah non, moi j'ai un carré là. Voilà. Donc du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que nous, de l'extrêmement simplifier, au moins, c'est carré, elles savent qu'elles vont payer ce prix-là, c'est hyper transparent sur le prix, il n'y aura pas de mauvaise surprise, et d'ailleurs, il n'y a même pas de caisse dans le salon, il n'y a pas d'espace caisse, c'est quelque chose qu'on a enlevé aussi, c'est que l'expérience, on rentre chez Carly, on ressort de chez Carly, et bonne journée. Et ça, c'est génial, c'est le phénomène un peu Uber, donc il peut y avoir la sortie de caisse si elles achètent des produits le jour J, mais on n'a pas matérialisé cet espace caisse qui, pour moi, ce n'est pas la bonne manière de terminer le parcours d'expérience client par « je découvre combien je vais payer ». Tu as une conviction forte aussi sur un sujet qui est pas de friction au deuxième achat, au deuxième clic, au deuxième contact. Raconte-moi. Alors ça, c'est une autre théorie d'expérience client que j'ai pas mal appliquée. C'était le côté zéro deuxième effort. C'est-à-dire que du coup, on ne voulait pas faire double paye. Donc c'est pour ça qu'on a fait payer à 100% la réservation le moment de la réservation et pas le découper avec un acompte et on repaye le jour J parce que du coup, on a l'impression de sortir 2 fois sa CB. Et ça a permis de séquencer le paiement, ce qui est un énorme atout d'un point de vue business. C'est que du coup, sa prestation, on l'a payée en moyenne il y a 1 mois, on va dire. C'est un peu le phénomène de l'aérien. Hein. Vous achetez vos billets de vol et le jour où vous êtes en voyage, le billet de vol, il est déjà payé il y a 1 mois, 2 mois. Donc en fait, ce qui fait que l'attachement produit le jour J, c'est pas tu payes 400 € ton balayage, plus tu vas rajouter 100 € de produit à ce moment-là. Donc il y a une sortie CB qui est de 500 €. Là, comme on a découpé, donc c'est le paiement séquentiel, on a vraiment un très fort impact sur la revente de produits au salon positivement. Donc c'est un deuxième geste plaisir qui se crée ce jour-là, alors que vraiment,
Surtout que beaucoup d'autres salons n'ont pas cette tarification qui est claire. C'est-à-dire que le moment de la caisse, je découvre combien je paye. Donc souvent, j'ai ce côté un peu irritant de « Ah, ok, vous m'avez annoncé 160 le balayage, mais en fait, je paye 300, je comprends pas. Ah, mais parce qu'il n'y avait pas le brushing, il n'y avait pas la coupe, il n'y avait pas le soin, il n'y avait pas le... Ah. Et vous voulez votre shampoing bleu pour entretenir vos cheveux? Non, ça ira, merci, au revoir. » Et du coup, c'est ça, on retombe dans l'expérience et c'est jamais mauvais parce que c'est hyper important de réenclencher le cycle de manière positive. Et ça, c'est vraiment le point clé de notre expérience, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise de A à Z. Je trouve ça hyper intéressant et je comprends pas. Tu sais, tu vas au restaurant, on t'amène la douloureuse. Ouais. Et c'est con de terminer un moment qui est enchantant, dans lequel tu as été enchanté, en tout cas pendant lequel tu as été enchanté par la douloureuse. Et j'aime bien bouffer. J'ai pas les moyens de me faire un étoilé toutes les semaines, mais c'est agréable d'en faire de temps en temps. Et c'est vrai que j'ai jamais vu un endroit où on me proposait de payer en amont. Si je dis une bêtise, le 4e mur de Etchebest à Bordeaux, où effectivement tu payais avant. Alors, moi, j'ai vu pas mal de choses se développer plutôt sur les déj du midi pour les pros avec les apps Sunday, etc., où on peut déjà payer en avance, arriver, manger, repartir. Donc, c'est un peu émergent, c'est un peu moins connu. Mais à minima, je trouve qu'au restaurant, au moins, on voit la grille tarifaire, on suit le menu, on sait combien on va payer, grosso modo. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est vrai que quand on est chez le coiffeur, on ne lui dit pas « Ah », parce que souvent, c'est marrant, elles ne disent pas « Je veux une coupe », elles disent « On peut tailler juste les pointes », parce qu'elles disent « Bon, bah, ça va être juste les pointes, c'est un peu moins cher, etc. » Et c'était aussi ça, c'était nous, une prestation balayage, on a tout englobé pour que la prestation soit la plus parfaite possible. C'est-à-dire qu'il y a la coupe, il y a le soin profond, il y a le diagnostic. Voilà, on a été au bout des choses pour que la prestation soit parfaite de A à Z. Et si le jour J, la cliente ne veut pas pour X ou Y raison une coûte, il n'y a pas de souci, mais par contre, le prix ne va pas différer, notre package, il est inclus. Et voilà, c'est aussi la force du concept, c'est qu'on s'y tient et on l'applique stricto sensu. Il n'y a pas plus compliqué que de faire simple. Moi, j'ai une autre expression, c'est Pierre qui écrivait... Pascal, Blaise Pascal, qui écrivait un de ses amis, excusez-moi pour cette lettre si longue, je n'ai pas eu le temps d'en faire une plus courte. Ça revient un peu au même. Ouais. C'est passionnant, on y reste encore un peu. Il y a un autre truc que tu apportes de tes expériences passées que je ne connaissais pas, c'est le diagramme de canaux sur comment est-ce que tu vas construire le site de Carly. Raconte-moi. Le diagramme canaux, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé. Nous, pardon, excuse-moi, je te coupe. Diagramme de canaux, K-A-N-O. Oui. Je te laisse reprendre, excuse-moi. Du coup, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé en strat, qui est vraiment issu de nos benchmarks qu'on appelle ergonomiques, donc qui permettent vraiment de chiffrer un marché, ce qui permet de découper le marché en niveau de fonctionnalité ou d'offres et de services proposés. Et donc, du coup, ça permet de détecter qu'est-ce qui est une pratique qui est standard, donc proposée par tout le marché. Qu'est-ce qui est une partie qui est un peu plus émergente, c'est-à-dire que ça commence à être une bonne pratique, on voit que ça émerge et ça commence à avoir un peu plus de présence sur le marché. Par exemple, un panier persistant, sans parler tout à l'heure, mais du coup, de pouvoir conserver ces données, etc., c'est quelque chose qui commence à être vraiment un nouveau standard. Et enfin, qu'est-ce qui est une next practice, donc quelque chose qui est hyper enchantant pour le client, qui ne s'est jamais vu encore aujourd'hui, qui est très différenciante, qui va avoir beaucoup de valeur à ses yeux. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était important aussi dans la construction qu'on s'est lancé du coup sur la partie e-shop qui arrive après. Qui était de se dire comment on arrive à proposer cette expérience qui va être différenciante et quel peut être notre axe de différenciation quand on se lance sur une partie e-commerce capillaire alors que le marché est déjà très pris. Donc du coup, c'était vraiment un point clé parce que du coup, à chaque fois qu'on faisait quelque chose avec Pierre aussi, on avait beaucoup de sas de réflexion et ce qui était très intéressant de réfléchir avec lui d'ailleurs. Parce qu'il avait un œil totalement neuf sur mon œil qui était un œil très digital, très normé. Et du coup, il y a un œil totalement différent. Et du coup, voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de bonnes idées et on a beaucoup apprécié justement aller les détecter, ces bonnes idées-là, pour avancer. Diagramme de canaux, c'est best, next. Et le premier, c'est quoi? Non, main, best, next. Main, pareil. Main practice, best practice et next practice. Ok, donc c'est un peu le could have, must have, should have. Ouais, exactement. Ok. Donc vous avez ces discussions, on parle de ton job chez SNCF, il décide de se lancer. Ou il se lance, il avait décidé de se lancer, mais tu l'accompagnes dans ce lancement. Tu fais ça gratuitement? Oui. Tu es une bonne copine, hein. Pour des bières, quoi. Exactement. Complètement. Je suis passionnée par mon métier, j'adorais ça et je trouvais que son projet était ultra intéressant, lui également. Et franchement, si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, avec grand plaisir. Donc, on fait ça en s'amusant, en vrai, au cours de plusieurs restos assez fameux. Et du coup, on arrive à monter quelque chose qui est assez incroyable au final. Donc, voilà. Oui, parce que je ne l'ai pas dit en intro, mais Carly.Paris, vous pouvez aller voir le site. C'est un salon qui fait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont un tiers sur le e-com.
dont on n'a pas encore parlé parce qu'on va y venir un peu plus tard. Il y a une autre réflexion que tu t'es faite, presque une épiphanie dans un restaurant qui est pas loin d'ici, chez Mama Primi, sur comment créer une love brand que tu mets dès le début dans la marmite de la réflexion. Mais ce qui est intéressant, parce que tu pourras rebondir dessus, tu crées pas un service, tu crées une marque. Exactement. C'était un des premiers points où Pierre, c'est dommage qu'il soit pas là, mais c'est vraiment une figure. Enfin, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a du branding. Enfin, il est tellement lui, il incarne tellement sa marque. Je me suis dit, il y a quelque chose à aller storyteller autour de ça. Parce qu'en fait, on va pas le trahir, on va le mettre en lumière. Et il a des éléments de langage. Toute la charte Carly lui ressemble complètement. Donc en fait, on a monté quelque chose qui est complètement autour de lui et ça marche super bien. Et du coup, c'était une fois où je faisais la queue, un temps de pluie chez Mama Primi et un SDF qui passe à côté de la queue et qui nous regarde un peu avec de gros yeux et nous dit « mais enfin, respectez-vous, vous n'êtes pas chez La Poste ». Et je me suis dit « mais c'est incroyable, c'est vrai. Enfin, ça n'a aucun sens de faire la queue alors qu'il y a plein de restos dans le quartier pour manger une pizza à 17 balles ». Donc en fait, et du coup, je me suis posé la question inverse, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est autant, enfin, on n'est pas non plus tous insensés, à faire la queue là pour aller manger dans ce resto-là. Et du coup, j'avais la chance d'avoir une super équipe en strat. Et du coup, je leur ai posé la question en disant, j'aimerais qu'on travaille sur ce sujet-là. Quels sont les attributs d'une love brand ? Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent un peu irrationnels vis-à-vis d'une marque qui sont prêts à faire des heures de queue pour aller manger une pizza à 17 €. Voilà. C'est quoi les attributs ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire pour créer ce niveau d'enchantement de la marque ? Et qu'est-ce que tu mets dans la marmite justement pour Pierre, Carly ? Le premier truc, moi, je me suis rendu compte et qui est sorti de ce bench-là, c'est qu'ils avaient un niveau d'expérience qui était ultra dans la finesse, mais vraiment dans un niveau abouti de DA. Donc avec une expérience omnicanal qui est vraiment sans aucune rupture expérientielle. Donc tous les serveurs sont italiens ou en tout cas jouent le jeu. Ça va jusqu'à brander le sucre. Enfin, ils sont dans un micro-détail du branding qui est absolument parfait, dans les moindres détails. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Parce qu'en fait, du branding ou de l'expérience ? Les deux, en fait. Ouais. Pour moi, le branding se reflète sur absolument chacun des points, parce qu'on va finir les pâtes, ils ont mis un petit mot drôle dans la fin de la marmite. Et donc, en fait, tout devient lieu à être Instagrammé, tout devient lieu au sourire. Et tout est une image presque de marque en continu. Donc, ils ont une vraie expérience client qui va venir se décliner du site. Je commande la réservation au moment où tu pars. Et donc, ça, ils ont été dans un niveau d'aboutissement du branding qui a été absolument absolu. C'est quelque chose qu'on a essayé vraiment de faire dès le départ avec Carly, c'est d'avoir un niveau expérientiel du début jusqu'à la fin sur absolument tous nos supports. Des fois, c'est assez marrant parce que c'est moi qui réponds souvent aussi sur Instagram de Carly. Et des fois, Pierre, il me dit, mais c'est toi ou moi qui ai répondu à ça ? On parle tellement pareil qu'on ne sait même plus qui c'est qui a répondu. Tellement on tient cette charte de langage dans la manière dont on va parler. On a toujours un ton, une manière de parler qui va être décalée, drôle, sympathique. Et du coup, c'est assez marrant l'anecdote de... Des fois, on ne sait même pas qui a répondu entre nous deux parce que on arrive à parler un peu de la même manière. Ça, c'est le lancement du salon. Il s'est lancé, il t'a écouté, il a appliqué pas mal de tes il s'est écouté aussi. On doit à César ce qu'il y a à César. Mais non, vraiment, pour moi, c'est un beau duo qu'on a formé pour lancer ce salon-là. Et vraiment, ça a été une explosion de ce salon et avec une petite équipe qui a fait que grandir et du coup, qui, en 3 ans, cartonne. À quel moment se lance le e-shop ou à quel moment naît l'idée de lancer le e-shop ? T'es encore dans ton ancien job ? Je suis encore à la SNCF. Ça naît pendant le confinement. On a du chômage partiel, donc moi chômage partiel et du coup Pierre total arrêt de l'activité, salon de coiffure. Et du coup là naît toutes les idées de pouvoir avoir du temps pour faire potentiellement, parce qu'on parlait depuis un moment de faire un e-shop. Moi je trouvais que je savais pas trop si on avait une valeur sur ce marché-là, parce que je me disais en vrai sur le digital il y a tellement d'acteurs déjà présents, donc et du coup je dis si on en fait un, quelle serait notre proposition différenciante ? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter que le marché n'a pas ? Ce que je disais, si c'est pour faire le énième e-shop, en vrai, je vois pas vraiment notre valeur ajoutée à s'attaquer à ce marché-là. Et donc, du coup, c'est là qu'on réfléchit énormément à qu'est-ce qu'on peut apporter différenciant. Donc, on se met à bencher, encore une fois, un peu tous les e-shops, donc les très gros, ceux des coiffeurs qui se lancent, etc., pour essayer de comprendre un peu où est positionné le marché. Et en fait, on se dit ce qui manque à ce marché-là, parce que le marché du capillaire, c'est quand même un marché d'expertise, où il y a énormément de marques, énormément de produits, énormément de besoins différents. Et ce qu'on pouvait y apporter de différenciement, c'est l'expertise. Et donc, du coup, d'aller sur un portefeuille de marques très sélective et avec des recommandations
de coiffeurs et des tests produits de coiffeurs. Donc, c'est-à-dire de vraiment arriver avec une proposition de valeur d'un site qui est travaillé par un coiffeur avec une sélection de marques très fine et avec un seul produit pour répondre à un seul besoin. Donc ça, c'était un peu l'objectif de base, d'être sur un e-shop qui soit minimaliste, avec moins de références, mais mieux de références. Voilà, c'est un peu le leitmotiv. Et aussi de se lancer sur des routines directement, clés en main pour la cliente, en disant si tu dois entretenir ton blond, non, c'est pas la routine full blonde chez L'Oréal qu'il te faut, où tu vas mettre du déjaunissant en continu dans tes cheveux qui vont finalement assécher. On va y construire la routine idéale en allant mixer plusieurs marques et se dire, OK, ça serait quoi la routine idéale pour une cliente ? Et donc, du coup, c'était ça. On s'est lancé directement avec Shopify, après avoir benché plusieurs solutions du marché. Celle qui nous a paru la plus efficace par rapport à nos besoins. Surtout qu'on voulait une solution où on savait qu'on pouvait grandir avec et pas la rechanger directement. Donc, du coup, c'est ça qu'on s'est lancé avec Shopify, au départ, avec un thème préexistant, pas très beau. Thème sur étagère, ouais. Voilà. Pas très beau en se disant, bon, on investit au minimum, on se lance, on essaye de voir comment ça peut prendre. Et donc, voilà. Et donc, c'est avec cette réflexion-là qu'on se décide de s'associer, du coup, avec Pierre. Sur un balcon, un jour, le e-shop commençait à bien marcher et il te dit, bon... Alors, c'était avant que le e-shop commence à bien marcher, parce qu'en fait, là, c'est quand j'ai décidé de partir. Mais on s'est associés quand on a décidé de monter ce e-shop-là en se disant, bon, jusqu'à là... il n'y a jamais eu d'argent qui s'est tramé entre nous. Et donc, du coup, bah, là, par contre, faut peut-être qu'on pense à quelque chose, quoi. Enfin, tu vas pas continuer à travailler gratuitement, etc. Lui, alors, est un expert, est reconnu, va l'être en tout cas, mais il a déjà une fibre, disons, de manager un business. Il manageait un salon avant, c'est un métier. Puis quand tu es coiffeur, en général, t'aspires à avoir ton salon. Toi... tu as fait ton école de commerce, tu as des jobs dans un grand groupe, enfin tu as eu des jobs et des évolutions dans un grand groupe, vous êtes sur des approches différentes. Donc l'argent n'avait jamais été évoqué avant ? Non. Par lui, oui, par moi, non. Moi, j'avais mon poste, ma carrière, etc. Et en fait, j'avais pas envie que ça entrave la relation qui, pour moi, j'aidais un ami à se lancer. Et j'étais très fière de ce projet-là parce que vraiment, je me suis dit, c'est incroyable. Et du coup, c'était des petites sessions de conseils autour d'un restaurant. Surtout que j'adore ça, donc en termes de taux d'effort, pour moi, ça me paraissait assez rien. Et Pierre, une réactivité business qui est incroyable. Donc en fait, tu le lances sur une idée, il est parti pour... Voilà, donc il n'a pas besoin d'avoir ce côté-là tout le temps. Et là, c'est sûr qu'on s'est lancé sur le e-shop, ça a demandé beaucoup plus de temps, beaucoup plus de connaissances, parce que moi, je le lançais avant sur son cœur de métier, qui était le salon de coiffure, le management, toutes les idées. Vraiment, il l'a de manière innée, donc c'était assez facile. Donc dès qu'on est parti sur cette partie e-shop, là, clairement, il me dit, je vais avoir plus besoin de toi que sur une partie salon. Finalement, je l'aidais juste à se challenger sur ses idées, quoi. Et donc, du coup, sur cette partie e-shop, on décide donc de s'associer. Pour se lancer et que du coup, ça soit de cette manière-là qu'on démarre l'aventure e-shop. Les activités sont légalement séparées ? Oui. Ok. Et vous êtes associés sur l'activité e-shop ? Oui. Très bien. Vous lancez le e-shop, ça commence à prendre et puis un jour il te dit j'ai peut-être besoin de plus de toi. Ouais, c'est ça. On le lance du coup en mars 2021, donc il y a quand même eu des mois de processus avant qu'on le lance, qu'on développe la solution. On s'est dit aussi qu'il fallait faire appel à une alternante, parce qu'au bout d'un moment, c'était énormément de travail de référencer avec toutes les fiches produits. C'était un taf opérationnel qui était quand même chronophage. Combien de refs ? Alors qu'on s'est lancé, je crois qu'il y en avait une centaine, un truc comme ça. Donc quand même, parce que du coup, on n'était pas, on avait dû rentrer plusieurs marques. Enfin, on était encore en va-et-vient de marques. On n'était pas encore dans la structure cible qui va arriver après. Et donc du coup, ce qui était assez marrant, c'est que moi aussi, je recrutais un alternant dans ma boîte, quand même en strat, etc. Du coup, on lance une appel d'offres sur Instagram. En même pas un jour, il avait plus de 100 CV. J'étais là, waouh, incroyable. Et du coup, je me dis, c'est fou. C'est fou le nombre de gens qui nous suivent derrière, qui sont dans ces métiers-là. Et du coup, l'appétence, l'intérêt. Donc du coup, c'est passé une après-midi d'entretien. On a finalement sélectionné notre première alternante. Et du coup, pour la petite histoire qui est assez drôle, c'est que j'ai aussi rencontré un autre alternant à ce moment-là. Où je me suis dit, oula, lui, il est très strong. Je vais l'amener dans ma boîte à moi. Et aujourd'hui, il m'a rejoint chez Carly. Il travaille avec moi aujourd'hui, donc c'est drôle. Excellent. Voilà. Mais vous recrutez un alternant, il y a du boulot sur l'e-shop et il te dit, allez, j'ai besoin de toi. À ce moment-là, tu as un choix. Donc, te lancer dans l'entrepreneuriat ou accompagner un entrepreneur, co-entreprendre ou continuer... J'allais dire pépère, c'est pas pépère parce que tu étais sur des sujets complexes, mais continuer dans un grand groupe, c'était sécure, quoi. C'est ça, et ça a été un gros tournant à ce moment-là, surtout pile quand le moment où je décide de dire bon allez, je le tente,
on me propose un super poste à la Strat-Elino, donc je me dis waouh, la bascule, waouh, ça peut être. Tu poses ta dème ou tu demandes une rupture co? En fait, ça se passe pas comme ça. J'avais prévu de poser ma dème un mardi parce que c'était mon jour de présentiel, et le jeudi d'avant, je me fais convoquer par le directeur produit, le directeur de la Strat. Enfin voilà, donc je me dis oula, il y a du gros monde. et du coup là, ils me proposent, voilà, ils me disent qu'ils sont super contents de mon travail, etc. Et du coup, qu'il y a une évolution possible, voilà, vers ce. Et du coup, je suis un peu waouh. Du coup, mon directeur produit s'en rend directement compte et qui me dit bon, il y a un problème ou il y a quelque chose que je saisis pas. Donc voilà, je lui raconte que je suis associée, que en fait j'avais prévu de démissionner, etc., etc. Il me dit oula, mais tu rigoles, j'espère. Et donc du coup, je lui raconte un peu toute l'histoire, un peu la success story, ce que je suis en train de vivre à côté, à quel point c'est stimulant, à quel point j'ai envie d'aller tenter cette aventure entrepreneuriale. C'est quelque chose qui me permettrait aussi de m'épanouir différemment, d'aller tester beaucoup plus de choses. Donc voilà. Et donc il me pose 3 questions à ce moment-là en me disant bon, réfléchis, pose-toi ces 3 questions, qui étaient qu'est-ce qui va le plus te développer intellectuellement, qu'est-ce qui va te permettre d'avoir une carrière la plus successful après, et dans quoi tu vas te sentir le mieux, le plus épanoui personnellement aussi. Donc je me pose vraiment toutes ces 3 questions, j'appelle un peu tout le monde pour brasser, etc. Et je décide du coup. À ce moment-là, d'ailleurs, Pierre est absolument incroyable parce que je l'appelle et je lui dis oh là là, on me propose ça. Il me dit franchement, Marie, c'est ta carrière, moi je t'en voudrais jamais de rien. C'est sûr que si tu viens, on va cartonner, on va faire tout ce qu'on peut. Mais si tu veux continuer dans ta voie, ton poste, franchement, mais pas de souci pour moi. Donc je me dis cool, j'avais pas de pression de son côté. Et du coup, après mûre réflexion, je décide quand même de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Voilà. Et de quitter la SNCF et le grand groupe pour te lancer à fond sur Carly. Fast forward, donc là on est fin 2021, 2022, ça fait un an, un peu plus d'un an, c'est ça? Ouais. Je démissionne le 1er octobre, je finis au 31 décembre, après mes 3 mois de préavis que je fais. 1er janvier 2022, tu es entrepreneuse. Ouais, j'arrive dans la vie entrepreneuriale, c'est ça. Cool. Fast forward à aujourd'hui, on va parler un peu des ops et du business. Donc on va parler sourcing, on va parler des produits, on va parler un peu d'omnicanalité, on va parler de SAV de retour. J'aimerais parler aussi du curseur que tu places entre le salon, l'e-shop et la formation, parce qu'il y a de la formation que vous vendez aussi chez Carly. Et puis surtout de ta marque Develop que vous avez lancée assez récemment. Mais commençons par le sourcing dans le milieu. Donc le concept, c'est qu'il y a un concept store associé au salon de coiffure, où se vendent en une fois, on va dire, les routines pour éviter d'aller sur 5 ou 6 shops différents. C'est ça. Donc ça fait, j'imagine, un nombre important de partenaires pour un nombre minimum de références. Exactement. Raconte-moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Merci, ça va, on oublie le casque et la caméra, non? Le truc qui était hyper important, du coup, c'était d'avoir une proposition qui allait être différenciante pour le client et du coup à forte valeur ajoutée, donc avec cette notion d'expertise, parce que avant tout, moi j'ai une équipe de professionnels et de coloristes en face. Donc en fait, le but, c'était d'aller chercher les meilleures marques du marché et du coup de les tester. Donc par exemple, pour tester une ref qui est capable de réparer un cheveu ou de le protéger, on décolore une mèche 6 fois, on voit vite qui c'est qui marche le mieux. Vraiment, quand on veut tester un repigmentant, on décolore, on repigmente. Bon, très rapidement, nous, on peut voir qui a le meilleur résultat. Et donc ça, c'est quelque chose qu'un client ne pourrait pas faire, aller acheter 12 marques pour aller détecter qui est le meilleur sur le marché. Donc ça, c'est un premier point. Un rôle de prescripteur, d'ambassadeur. Okay. Ça, c'est un travail qui nous tient vraiment à cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ref qu'on n'a pas testée en amont. Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande à nos fournisseurs. On veut tout tester avant de référencer. Donc par exemple, quand on a référencé la bonne brosse, elles ont été super sympas de nous envoyer des bonnes brosses pour que nous, on les ait en main, qu'on puisse les tester, qu'on voit laquelle on a envie de garder, laquelle on veut référencer. Donc voilà, c'est une manière un peu atypique de travailler. Mais pour nous, ces clés, c'est pas juste on a vu ces claims-là. Non, nous, on met vraiment les marques à l'épreuve. Et ce qui fait aussi qu'on a un travail de sourcing très fin. Par exemple, on a référencé une marque Virtu, qui est une marque américaine. On est le seul salon en France à la proposer parce qu'en fait, du coup, c'était une marque, on voyait qu'elle était en train d'émerger dans les Sephora Store, dans les concepteurs sur les champs, avec une marque apparemment de la kératine humaine incroyable, etc. Du coup, j'ai contacté l'équipe aux States pour leur demander si c'était possible de bosser avec eux. Ils n'avaient encore jamais bossé avec un salon de coiffure en France. Du coup, c'est marrant, ils ont déporté leur équipe qui était en Europe, qui était en Angleterre, qui sont venus nous voir. Et donc, du coup, on a commencé à se dire c'est génial comme marque. Allez, on se lance avec eux. Et on y croyait à fond. Toute l'équipe y croyait. On trouvait que c'était hyper différenciant comme marque sur le marché. Et donc, voilà, on les a rentrés. Alors que c'est
beaucoup plus galère que de travailler avec un fabricant en France sur le marché européen. Finalement, il y a des regroupements de fournisseurs qui vont travailler avec une sélection de marques où on peut pick-up et c'est facile de les avoir. Là, moi, je travaille avec une marque américaine, donc il faut payer en dollars, il faut réfléchir qu'il y a un mois pour que la marchandise elle arrive. Bon, voilà. Les galères à la frontière, voilà, c'est pas le plus simple. Et surtout, il faut aller les convaincre. Alors, je salue Sarah Eva de Chilsic et Flore et Pauline de La Bonne Brosse. Super épisodes que je vous recommande d'aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Je pense notamment à La Bonne Brosse. Elles sont très sélectives sur les lieux de vente, les canaux de vente de produits. Tu as réussi à les convaincre facilement, vous étiez reconnus. En même temps, c'est pour elles aussi, j'imagine, un tampon de validation. Bah, c'est ça, c'est que ça, c'est aussi tout le travail que fait Pierre de son côté. C'est tout le travail qu'on poste sur Instagram. Le niveau de qualité du salon aujourd'hui est très reconnu. C'est vrai que ça me permet, moi, en négociation, d'être beaucoup plus musclé et facile quand on dit qu'on est adossé à la marque Carly Paris. Enfin, donc, du coup, avec un Instagram qui est quand même assez fort, avec un site web qui est fort, et donc, du coup, voilà, on arrive avec un niveau d'expertise. Et en vrai, c'est aussi le tampon coiffeur qu'on adosse. Et si Carly vend La Bonne Brosse, c'est que La Bonne Brosse, c'est recommandé par un coiffeur de renom. Et donc, du coup, je pense c'est un deal qui était gagnant pour nos deux marques d'aller se jouer ensemble. Donc ça, c'est quelque chose... Honnêtement, j'ai jamais eu de problème jusque-là. Et c'est ce qui me rend la négociation assez facile depuis le début. C'est la marque Carly derrière qui fait sens pour beaucoup. Voilà, c'est la légitimité coiffeur qu'on va adosser à leur marque. On pense aussi aux oreillers en soie de Chill Silk. Et les marques viennent vers toi ou c'est toi qui allais les chercher ? Alors, ça dépend. Pour Chill Silk, elles sont venues vers nous. Et du coup, on était ravis. C'est parce que Pierre est aussi du Sud-Est. Voilà, c'est des Nîmoises. Donc, ça a marché direct. C'était un marché qui était hyper émergent quand elles ont lancé leur thé d'oreiller. Donc, nous, on s'est dit carrément, on va le tenter. On a fait pas mal de co-branding aussi ensemble. Et c'est une marque géniale avec laquelle on adore travailler. Donc... Et après, par exemple, La Bonne Brosse, c'est moi qui les ai contactés parce que je les voyais pas mal émerger. Je me suis dit, ça a l'air incroyable. Enfin, une brosse de vraie qualité. Enfin, voilà, c'était aussi un concept qui était différenciant, sachant que avant qu'il y ait tous les masques, etc., c'était le premier geste beauté, de se peigner les cheveux, de se brosser les cheveux. Donc, je pensais que c'était aussi un vrai objet à avoir chez soi avec un objet qualitatif et une marque française. Donc, voilà, on adore valoriser les small business avec Pierre. C'est quelque chose qui est important et les marques un peu différenciantes. Donc, ça a rentré. Donc, je source et on vient vers moi. Mars 2021, le lancement du Wecom, on est à peu près en mars 2023, si je m'enlève 2 mois, et 800K, date de CA. Okay. Sur la sélection produits, je reste là-dessus, donc des produits de qualité, qui ont du sens, qui ont été testés et validés par vos soins, un peu comme le blanc-seing de Pierre. Pas de cannibalisme. Il n'y a qu'une seule brosse, il n'y a qu'un seul oreiller en soie. Alors, c'est l'objectif en tout cas du concept, c'est d'avoir le minimum de cannibalisation entre nos références. Donc le concept, il se tient, ça peut être plus difficile quand on va référencer plusieurs marques. Là, par exemple, on a La Bonne Brosse et par exemple la brosse de Tokyo Inkarami, qui est aussi deux brosses dans le même niveau de prix très premium. Elles ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. Donc voilà, donc c'est un peu les travers un peu du concept un peu fort, mais on essaye tant bien que mal de se poser toujours la question, si on rentre une nouvelle référence, avec qui elle rentre en concurrence, est-ce qu'elle est meilleure de celle qu'elle rentre en concurrence, et du coup est-ce qu'on stoppe celle qui était en concurrence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire en continu, c'est vraiment d'avoir une analyse très fine de ce portefeuille produit, parce que moi je veux pas un portefeuille produit qui explose. Donc une ref qui rentre, on se pose toujours la question, est-ce qu'elle doit en faire sortir une autre ou pas, est-ce qu'elle vient compléter ou cannibaliser mon portefeuille. Combien de refs à date ? Alors on est à 86 refs là à date. Seulement 86 refs. C'est marrant parce que le menu, vous irez voir, Carly, CARLI.Paris, le menu paraît très complet, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est que tu as le découpage de tes protocoles et des routines. Oui, d'accord. Voilà. Tu rentres par les besoins. Tu rentres par les packages. Et donc, quand tu es sur la gamme de produits purs, tu vois. Donc, un choix réfléchi et analytique de tes produits. Quand un produit rentre, tu demandes s'il y en a un qui doit sortir. Il faut que ce soit complémentaire et qu'il n'y ait pas trop ou pas de cannibalisation entre les produits. Mais tu es aussi très branché chiffres et analytiques. Donc, il y a aussi une analyse renta, efficacité, vente. Oui, totalement. J'ai une vraie dynamique sur les achats. Sur certains fournisseurs qui me connaissent bien. Enfin, sur la partie négociation, moi, c'est hyper important. Aujourd'hui, je peux pas être sur un marché. Moi, je veux pas être sur un marché qui a une dynamique de la promo. C'est quelque chose qui est beaucoup ancré sur le marché. Moi, je suis plutôt sur des concepts autres de dynamisme que par la promo, parce que je pense qu'il y a des vrais travers derrière. C'est l'attentisme, la rétention à l'achat par la promo.
Donc, du coup, et surtout, quand on est distributeur et pas fabricant, et qu'on n'est pas sur des dimensions d'achat astronomiques, je pense que c'est aussi une bêtise en stratégie parlant d'aller sur ce marché-là, parce qu'en fait, en dégradant le contenu, ça marche. Donc du coup, moi, ce que j'essaie, c'est avec mon minimum de rêves, c'est de maximiser aussi le nombre d'achats que je vais faire sur chacune des rêves, donc d'avoir une sélection sur laquelle je vais pouvoir avoir un impact en achat. Et je vais avoir pas mal de négociations avec mes fournisseurs sur des opérations commerciales à valeur pour mes clients, du type d'être capable d'avoir une offre d'achat, moi, si j'achète X produits, pour pouvoir proposer 20% à mes clients sans que ça impacte moi ma marge, en fait. Donc c'est vraiment tout le schéma qu'on se met en marche sur les achats. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une opération, par exemple, pour les 1 an du shop, où je voulais offrir du full size à mes clients, donc un truc qui n'était jamais vu. Et j'ai réussi à négocier avec tous mes fournisseurs de recevoir des gratuits. Et du coup, nous, on s'est mis dans une vraie dynamique de personnalisation très fine pour aller analyser chacun de leurs paniers, pour pas leur offrir un produit qu'ils avaient déjà, et que du coup, ça soit un contresens business. Donc vraiment, le but, c'était d'ouvrir une nouvelle approche sur nos clients en leur offrant quelque chose qui s'était jamais vu. Donc voilà. Ok, donc à peu près 80 rêves pour 800K, ça fait 10 000 euros en moyenne par rêve. Il y a une grosse variance? Oui, il y a une grosse variance. On a un produit extrêmement phare qui écrase à peu près tout le monde. C'est Level Up, donc nos compléments alimentaires. Donc Level Up, c'est là que... Alors j'y venais pas encore, mais Level Up, c'est la marque que vous avez lancée, marque de compléments alimentaires. Mais avant d'y rentrer là-dedans, donc... Votre marque est importante dans le mix de vente. Le panier moyen, c'est quoi? Dans les 120 euros. 120 euros, ok. Pour combien de produits? Tu as un ordre de grandeur? Je disais, ça varie, je dirais, entre 2 et 4 produits par achat. On est quand même sur des produits qui sont assez premium. Je pense que les ordres de grandeur, prix, on doit être sur une vingtaine d'euros jusqu'à 80 euros pour un produit, on va dire. Et avec tout le phénomène routine et protocole où on package des produits en un et qui vont être vraiment quelque chose qui va être un vrai booster de panier moyen, parce qu'en fait, ça va permettre aux clients d'aller voir la routine parfaite et de venir pick-up pour aller construire chez elles cette routine parfaite. Donc, ça va avoir un vrai impact derrière sur le panier moyen. Mais la routine, c'est un bundle? Ouais. Ok, donc il y a des bundles préexistants, ouais. Et je peux faire moi-même mon bundle, ma routine? Exactement. Après, ce qui est une contrainte de Shopify, c'est que c'est un bundle, mais pour Shopify, c'est un seul produit il ne me décompte pas les produits en stock, ce qui est assez embêtant. Mais oui, sinon, moi, je peux aussi aller packager moi-même, parce que j'ai mis des liens sur chacun de mes bundles pour que lui puisse aller repackager comme il veut son panier. Avec un peu de dev en propre, on arrive à faire ça. Donc, si tu as des besoins, appelle Cosa Vostra. On sera très heureux de t'aider sur le sujet. Vous distribuez des produits que vous avez choisis, qui sont validés, qui ont le blanc-seing de Pierre Carli, qui ont été testés, qui sont rentables ou en tout cas efficaces dans le mix. Et un jour, vous décidez de lancer votre marque de compléments alimentaires. Pourquoi? Alors ça, c'était un besoin qu'on avait beaucoup, qu'on nous posait beaucoup comme question. C'était quelle marque de compléments alimentaires sur le marché. Donc on a commencé à faire le même travail de bench, d'étudier un peu les formules, etc. Et en fait, on trouvait qu'il n'y avait pas une marque qui émergeait de manière fortement sur une formule qui écrasait un peu tout le monde. Donc voilà, et on se posait pas mal la question à ce moment-là aussi d'avoir un produit en propre, de se dire est-ce que incarner la marque par un produit, ça serait intéressant. Et du coup, on a eu l'opportunité avec une marque à la base qui était une marque berlinoise de coproduire cette marque de compléments alimentaires. Donc en fait, on a une proposition de leur côté de nous dire est-ce que ça vous dirait de se lancer sur un co-branding? Et nous, on se dit... Co-branding ou collab? C'était un co-branding, là. Ok. Donc ça a démarré comme ça, histoire de level up, par un co-branding. Nous, on se dit, ok, mais nous, si on se lance, c'est clairement pas pour apposer un nom sur une formule. On voulait vraiment avoir la main aussi co-créer la formule, avoir aussi un impact coiffeur, parce que souvent les formules de compléments alimentaires, c'est très sur la pousse des cheveux et la densité. Nous, on voulait beaucoup travailler sur la beauté du cheveu, donc l'hydratation, etc. Et on voulait avoir notre propre DA, parce que notre DA, elle nous ressemble. Donc voilà, on avait pas mal de contraintes. Et au final, la marque se dit, carrément, pour entrer dans une vraie démarche. Donc, ils avaient tous une équipe de nutritionnistes, ils étaient déjà dans une démarche végane, etc. Donc, on se dit, top. Elle existe toujours, cette marque? Ouais, elle existe toujours. C'est Skin Good. Et donc, du coup, on se lance ensemble en se disant, on a la distribution exclusive sur nos 2 marchés. Et donc, eux, ils étaient plutôt présents, enfin, ils sont présents aussi en France, mais très présents en Allemagne et aussi en France. Et en fait, on se disait, on n'avait pas vraiment le même cœur de cible, donc on n'avait pas trop se cannibaliser en vrai. Donc voilà, on se lance en bossant à fond et du coup avec un principe de se dire comment on essaye de créer une formule très différenciante. Donc
on était prêts, nous, on disait, bon, bah voilà, on sait combien on marche notre marché, donc on se dit, ouais, on peut revendre à ce prix-là. Donc nous, on était prêts à avoir un prix d'achat qui soit beaucoup plus élevé que le marché, parce qu'on a envie d'une très bonne formule. Et on voulait beaucoup travailler dans la naturalité, parce qu'on savait qu'il y avait une assimilation des compléments qui était meilleure. Et on voulait avoir une formule qui soit assez complète. Voilà. Et donc, du coup, on a pas mal bossé. Ça a pris 1 an à développer la formule. Et du coup... Qui vient de sortir, hein. On est en mai... Non, elle est sortie. Alors là, c'est notre formule à nous, tu vas voir. Okay. Vas-y, continue. Elle sort donc il y a 1 an, elle sort cette formule-là. Et du coup, on fait le lancement. Ça se passe très bien. Un peu comme toutes nos rêves. Ça se vend très bien comme sur les autres rêves sur notre shop, on va dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir des retours clients. Et dont un retour client qui va faire littéralement tout exploser. C'est une photo d'une maman en postpartum et qui finalement a les golfs un peu dégarnis. Et elle nous envoie son feedback avec une photo qui est hallucinante au bout d'1 mois. Et même nous, on a du mal à y croire. Et en fait, de là, on commence à avoir énormément de retours qui arrivent et dithyrambiques sur la formule. Et il commence à avoir une espèce de frénésie autour de la formule qui va vite nous dépasser, ce qui fait que on avait un deal, on pouvait avoir 1000 unités par mois. Et en fait, on se retrouve out of stock à peu près en 3 jours au départ, 1 semaine après. Et du coup, pendant 1 an, on est tout le temps out of stock. Tout le temps. Sur ce produit co-créé avec la marque berlinoise. Okay. Et du coup, au bout d'1 an, nous, on se rend compte qu'en vrai, il y a une vraie success story. Et qu'en vrai, c'est pas tant le co-branding qui nous aide, mais vraiment cette marque-là. Et du coup, notre contrat durait 1 an. Et du coup, nous, on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas reformuler en propre en France et avoir notre propre marque de compléments. Et donc, du coup, là, je pars dans un travail de sourcing énorme des laboratoires français. Sur la formule que vous aviez co-créée, donc tu l'as la formule? J'ai la formule puisqu'on l'a co-créée. Ouais. Et en fait, le but qu'on se dit, on l'a co-créée, on se dit, nous, on voulait la déposer à la DGCCRF, qui n'avait pas été fait avant. Parce que voilà. Et on voulait aussi encore plus la booster. On se dit, en fait, on a une pépite, qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux dessus? Et donc, du coup, on a trouvé un labo génial avec lequel on a commencé à bosser en disant, eux, ils avaient plutôt, comme tous les labos, des formules clés en main, on va dire, qui sont très simples, qui revendent plutôt en co-branding. Donc, nous, on dit, on va pas du tout partir là-dessus. On dit, ouais, mais là, vous partez au moins pour 1 an encore de dev. Hein. On dit, parce qu'il faut stabiliser la formule, il faut sourcer les ingrédients. Je dis, pas de souci. Donc, nous, je me dis, bon, déjà, c'est sûr, on aura de l'out of stock pendant des mois, parce qu'on n'aura plus la formule. Mais du coup, on y croit tellement qu'on se dit, allez, on le fait à fond, on le fait bien, quoi. Et donc, du coup, ce labo, on a tous cette nouvelle année de développer, d'aller booster tout ce qu'on a pu booster sur la formule. Et on fait le relancement en mars de cette année. Donc, on a été out of stock de novembre à mars sur Level Up. Je pense qu'on a reçu des centaines de milliers de messages. S'il y a des carlinettes qui nous écoutent, je pense qu'elles veulent savoir à quel point on s'est fait harceler sur ce sujet-là. Des carlinettes? Ouais, c'est un peu le nom brandé. Et du coup, en mars, on relance Level Up. Et le premier mois, on fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Là, en mars 2023, quoi. Et donc, sur Level Up uniquement. Une success story. D'ailleurs, le labo, il nous avait, on avait reçu du stock normalement pour 4 mois. Et en fait, en 1 mois, on a acquis les 4 mois de stock. Et la réappro, combien de temps? Là, en fait, je me suis rendu compte direct que c'était en train de partir beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. Donc, du coup, je balançais directement le réappro. Et donc là, on le reçoit. Ils ont tout envoyé direct pour qu'on ait le réappro et qu'on n'ait pas... Parce que c'est un peu la promesse qu'on leur avait fait. C'est genre, il n'y aura plus d'out of stock sur Level Up, promis. Et parce qu'en fait, au départ, surtout que nous, on a beaucoup de clientes qui sont en marketing. Elles se sont dit, en fait, elles sont en train de créer de l'urgence marketing. C'est un concept marketing, le truc d'être out of stock, etc. Et en effet, l'urgence marketing, il n'y a pas mieux de créer l'attente, etc. Mais en fait, ce n'était pas du tout voulu et on ne l'a pas fait pour ça. Mais en fait, ça a été très contributif parce qu'en fait, il y avait une espèce d'urgence à l'achat de ce produit-là qui était incroyable. Ouais, donc nous, c'était quelque chose qu'on voulait sortir et se dire... Non, en fait, c'est pas l'expérience qu'on veut vous proposer. On veut pas vous créer un stress parce que tu vois qu'on a relancé Level Up, il y a des nanas qui ont acheté pour 1 an de compléments alimentaires. Donc, c'était la peur de Donc, il y en a, il m'en faut. Ouais. Je veux pas manquer. Exactement. Okay. Il y avait eu cette peur et du coup, nous, on a rigolé en disant c'est quoi cette frénésie? Enfin, calmez-vous, il y en aura pour tout le monde, quoi. L'urgence marketing, le marketing de l'urgence, hyper important, hyper intéressant. Et le marketing de la rareté, c'est un peu la même chose. Et c'est d'ailleurs comme ça, on parlait de Mamaprémie tout à l'heure. Ouais. Mais... Et je pense que le croisement des 2 points de success story, pour moi, ça va être les UGC, donc les User Generated Content, donc le fait cette promotion par la clientèle, parce que tu peux voir sur le site, il y a plus de 100 avis. Et c'est Marion qui a envoyé les photos. Ouais. Bon, vous retrouvez, vous allez sur de toute façon, la page d'accueil, vous cliquez sur Level Up, et c'est la 3e ou 4e photo. On a les fameux golfs de Marion. Salut Marion, si tu nous écoutes.
Et donc, du coup, oui, c'est ça qui a fait. Elle nous a fait vraiment exploser. Et après, ça a été tous ces commentaires qui sont arrivés. Et cet effort, parce qu'en fait, on voit qu'on a vraiment des commentaires longs où les clients sont assez dithyrambiques sur le sujet. Il y a vraiment une appréciation forte de la formule qui est un peu différenciant par rapport à quand tu laisses un avis sur un produit. Donc, ça a clairement été contributif de ce succès sans précédent. Level Up. Donc, le lancement, il y avait de l'attente. C'est ça, ça s'est fait tout seul. Ouais, il y avait énormément d'attentes sur le sujet. Je t'avoue qu'on avait préparé un teasing, c'était un enfer parce que je sais pas quand on a envoyé une story qui était un peu un teasing, ça va arriver. En fait, on se faisait harceler. Comment ça, on a loupé le lancement? Vous êtes déjà out of stock? Du coup, enfin vraiment, ça a été un énorme lancement. On n'a jamais eu autant de monde sur le shop connecté en même temps. C'était impressionnant, le nombre de connexions, le nombre de nouveaux clients qui sont arrivés sur le jour du lancement. Comment tu l'as annoncé? On l'a annoncé sur Instagram. Instagram uniquement? Et par Enel, mais pas le jour, 2 jours après. Okay. Parce qu'on savait que Instagram seul, ça allait être très fort. Et du coup, on voulait, surtout qu'on est 2 en coulisses pour faire les colis, etc. Donc, on voulait manager un peu le flux. Pourquoi Level Up? L'histoire, elle est assez drôle. En gros, c'était quelque chose on voulait faire une promesse marketing qui ne soit pas menteuse. Et ça veut dire que souvent, on est là en disant ça va faire pousser, ça va changer, ça va magnifier. Et en fait, nous, on se dit, non, ça va faire passer ta chevelure au niveau supérieur. C'est-à-dire que si tu as les cheveux extrêmement fins, extrêmement clairsemés, je ne vais pas te garantir d'avoir une masse astronomique derrière. Et pour moi, c'était aussi ça, c'était de faire passer ta crinière au niveau au-dessus, et donc le point de Level Up, et aussi parce qu'en ce moment-là, il y avait la chanson Level Up, Level Up, Level Up qui tournait pas mal, je sais pas si tu vois, une chanson de Chiara, et du coup qui était un peu un délire en interne. Donc voilà. Donc, je te crois sur parole, je l'ai pas là personnellement, mais c'est pour ça Level Up, et du coup maintenant on l'a déposé ce nom de marque. Et ce qui est marrant, c'est que il a été directement très identitaire, c'est qu'on nous demandait pas quand c'est que reviennent vos compléments ou quand c'est que reviennent les trucs Carly, c'était quand c'est que revient Level Up. Mais Carly est présent sur le logo, mais pas dans sur le logo de la bouteille, mais pas dans le nom du produit. La marque, c'est Carly et le nom de gamme, c'est Level Up. D'accord. Il y aura d'autres produits? Alors, ça, c'est Secret Story, mais oui, c'est en cours. Ouais, on a envie de faire autre chose parce que voilà, on a un super labo et et donc ça va être long encore parce qu'on a envie de travailler quelque chose pareil qui a vraiment du sens et qui est vraiment très fin, travailler autrement. Mais ouais, on espère agrandir la gamme. J'imagine que tu as plein d'apprentissages à nous partager sur le fait de lancer ta propre marque. Il y a évidemment un impact assez évident qui est de maîtriser en partie ta marge, en tout cas un peu plus que quand tu es simplement distributeur. Qu'est-ce que tu referais pareil? Qu'est-ce que tu ferais différemment sur le lancement de Level Up? Pour moi, ce qui a été très compliqué pour le lancement de Level Up, c'était trouver un laboratoire. Je trouvais que c'était très compliqué. J'ai dû déjà de trouver les noms des laboratoires. Ça paraît bête, hein, mais c'est très compliqué. Là, ce qui m'a aidé, c'était tous les salons spécialisés dans les foods, les compléments alimentaires, pour les regarder la liste des participants, donc d'aller sourcer comme ça, mais après d'envoyer des mails. Je voulais qu'ils soient made in France, qui travaillent avec des formules véganes. Donc, je sais pas, j'ai dû contacter plus de 36 laboratoires en France. Sur les 36, j'ai peut-être eu 5-6 retours, donc vraiment peu. Tout le monde m'a dit que ma formule a été infaisable. Donc j'étais en mode, oula. Et donc voilà, donc je pensais pas que ça allait être aussi fastidieux. Cette première partie, je l'avais vraiment pas assez envisagée comme étant compliquée. Trouver le laboratoire qui allait t'accompagner dans le... Ok. Ça, j'ai trouvé que c'était assez long. Après, sur la partie formulation, pour moi, c'était quand même assez simple parce que j'avais déjà une formule de base qui fonctionnait très bien. Et du coup, on était parti en commanding avec une marque qui était spécialiste de ça. Donc, en fait, j'avais déjà une expertise qui était accolée. Donc, ça a été plutôt facile, même si on s'est formé aussi à comprendre un peu tout ce qui se passait sur cette partie-là. Et donc là, avec le nouveau laboratoire, on a des vrais experts en face. Et l'autre point sur lequel je tenais absolument, c'était de la déposer, cette formule-là. Donc, la déposer à la DGCNRF. Donc là, ça demande pas mal aussi d'administratif. Hein, on est en France, donc on a de la chance, c'est que le laboratoire nous a pas mal accompagnés aussi sur le sujet pour que la formule soit validée. Ça demande d'avoir énormément de mentions légales sur les packs, sachant que moi, j'étais partie sur une envie d'avoir un pack qui soit qu'en verre, sans folding box, parce que je voulais qu'elle soit le plus écolo possible. Donc c'était aussi des contraintes. Sauf que faire rentrer toutes les conditions légales possibles, inimaginables, quand on t'oblige à rentrer en France, c'était pas simple. C'était aussi un vrai défi pour notre agence Nouvelle Substance de faire le pack. Et voilà. Et moi, ce que j'avais pas aussi attendu autant, c'est tous les délais. Enfin, c'est très long. Il y en a pour plus d'1 an de délai entre le moment où on a l'idée et le moment où on a la marchandise qui arrive. Donc, voilà. Mais globalement,
Tu vois, je l'ai fait seule avec moi-même et mon agence et ça s'est bien passé. Donc, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Ok, cool. Alors, Carly, c'est la marque. Level Up, tu m'as dit, c'est la gamme. Ouais. Donc, il peut y avoir plusieurs produits dans la gamme. Ouais. Ok. Celui-là, il n'est pas identifié en tant que tel pour l'instant. Ouais. Donc, c'est Carly Level Up pour l'instant, il n'y a que ça. Ouais, il n'y a que ça. Top. Je reste sur les ops, je regarde. Vous êtes pas en omnicanalité pour l'instant. Enfin, vous avez le site internet et la boutique. Alors, la question va se poser pour Level Up, non? Parce que je comprends que pour les produits que tu distribues, tu vas pas aller mettre des brosses, la bonne brosse sur Amazon vendu par Carly. Ça n'a pas de sens. Mais Level Up, ça se pose, non, comme question? Alors, c'est un vrai sujet du moment parce que vraiment, je pense qu'on a une formule qui est très différenciante et qui a un très fort potentiel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a déposée, cette formule-là, qu'on a déposé la marque, qu'on a déposé la formule. Du coup, qu'elle est validée par la DGCNRF. Et donc, ça, c'était hyper important pour la suite de Level Up. C'était se dire, OK, aujourd'hui, ça fait un carton, mais dans notre silo interne. Et donc, du coup, avec un plafond de verre qui est l'échelle de notre audience à nous. Et le but, c'était d'essayer d'aller l'ouvrir, cette formule-là, à d'autres personnes, donc à la pharmacie, à des concept stores sur le marché. Donc nous, on serait ravis d'aller travailler avec des small labels, par exemple, avec les Galeries Lafayette ou des choses comme ça, avec des notions de pop-up en marque invitée, on va dire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va rentrer dans ce travail de prospection, pourquoi pas la pharma aussi. Donc voilà. Donc on a un travail de prospection qui est en cours. Le premier step, qui était un step le plus facile pour nous, c'était de le proposer au salon de coiffure. Parce que comme on forme des salons, c'était assez simple de leur proposer de revendre la marque Level Up. Donc là, on a déjà plus de 20 salons qui ont commencé à travailler avec notre marque. Et donc là, c'est vraiment le travail qu'on est en train d'amorcer. C'est comment on arrive à faire connaître cette marque, comment on arrive à faire savoir tout ce qu'elle peut apporter de différenciant et comment elle peut être aussi avoir une success story ailleurs de nos frontières. Donc je pense que ça, c'est un peu notre next step à aller chercher. Cool. Allez, encore deux grands thèmes que j'aimerais aborder. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle, c'est cool. La tech et le marketing. Le marketing sur le salon et le e-shop. Ouais. Comment est-ce que les deux s'entremêlent et fonctionnent ensemble? Vous n'avez jamais fait de paid? Jamais. Comment ça? Alors, on a une équipe, donc on est 2 à travailler en marketing derrière. Donc moi et Nicolas qui travaillent avec moi. Le fameux alternant? Exactement, qui est maintenant en CDI, qui est en CDI avec moi à la SNCF, qui est en CDI chez Carly. Et qui a un super profil hyper polyvalent, qui sait aussi bien faire du business et du marketing qu'aller faire de la créa. Donc ça, c'est génial comme profil pour avoir avec nous. Et donc, du coup, nous, on va travailler de manière un peu indifférenciée entre le salon et le shop en se disant qu'en fait, tout s'auto-nourrit. Par exemple, si je poste un super résultat qu'ils viennent de faire au salon avec une super chevelure, je vais pouvoir y adosser les produits pour l'entretenir. Donc, il y a quelque chose qui va être un lien qui va se faire un peu naturellement. Et donc, du coup, nous, on va vraiment travailler un branding qui est à l'échelle du salon dans son entièreté et pas de manière différenciée. Après, on a plusieurs impacts tech qui nous bloquent pas mal, donc qui sont un peu en silo. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un one site. Donc, j'ai un site qui paraît un espace unique où j'ai l'accès à la réservation et l'accès au e-shop. Mais en vrai, je suis en vase clos parce que j'ai Planity d'un côté qui me permet de réserver au salon et j'ai Shopify de l'autre côté qui me permet d'acheter des produits. Ces deux comptes clients sont hermétiques et donc, du coup, sans possibilité d'avoir un SSO à date. Voilà, et du coup, ça, c'est sûr que, par exemple, quand j'étais voir au début Planity en leur demandant s'ils n'avaient pas des API, bon, ils m'ont regardé comme une folle, quoi. Personne ne demande des API à ce système-là, alors que ça serait révolutionnaire pour nous, pour pouvoir vraiment jouer avec la data et proposer une expérience qui soit beaucoup plus seamless entre nos deux espaces. D'ailleurs, c'est quelque chose que les clients ne comprennent pas, parce que des fois, elles sont « Ah, mais je suis connectée sur mon compte client, mais je ne retrouve pas mon rendez-vous. » Parce qu'elles sont connectées sur le compte client du shop et pas du salon. Donc ça, c'est pour moi un vrai frein d'expérience client aujourd'hui qu'on a. C'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure, avec pas de friction au deuxième. Mais donc, il n'y a qu'une seule expérience Carly, que ce soit pour communiquer sur la marque ou en bas de funnel pour communiquer sur le shop. Totalement. Tu as un enjeu avec ces deux systèmes qui ne communiquent pas, du coup Shopify et Planity. Et là, tu m'as appris un truc. C'est que sur Planity, je ne savais pas qu'il y avait un espace vente. Ouais. Je croyais que Planity, c'était que la résa. Ouais, ils ont un espace du coup vente aussi online, mais qui est assez musclé par rapport aux besoins qu'on a, mais ils ont un espace vente pour les produits d'un salon de coiffure pour qu'ils revendent en vente chaque jour en salon. Donc ça, c'est la partie qui est gérée. Donc ça veut dire que nous, en gestion, ça veut dire qu'on a un dédoublement du stock. On a un stock pour le salon, un stock pour le shop.
voilà, c'est quand même 2 vases clos qui demandent une démultiplication des tâches opérationnelles, de gestion des achats, de gestion du chiffre, de référencement des produits. Enfin, voilà, c'est quand Alors, même... je suis incroyablement bon en maths, mais donc 800K sur des paniers moyens 120, ça fait à peu près 6600 commandes. J'avais fait le calcul avant, chers auditeurs, que vous traitez à la main. On traite à la main, ouais. Sur 220 jours ouvrés, ça fait... un bon rythme, ouais. Un bon rythme, ouais. Et avec des forts pics, on va dire, parce que dès qu'on démarre des OP commerciales, on peut faire des gros pics et être plus tranquille le reste du temps. Mais, Ok, compris. Planity, tu peux pas t'en passer? Non, Planety, aujourd'hui... Pourquoi tu mettrais pas ton outil de réservation sur Shopify? Alors, crois-y que j'y ai réfléchi, arrivant du digital. Vraiment, en fait, c'est assez compliqué. C'est un produit qui est très complexe. On dirait pas comme ça, mais la réservation, moi, j'arrive quand même de la SNCF, donc la réservation, c'était un peu mon cœur de métier. Donc, je me suis dit, c'est quand même facile à faire. Mais sauf qu'en fait, quand tu es coiffeur, il y a beaucoup d'attributs métiers inhérents au système. Par exemple, quand tu fais un balayage, il y a un temps de pause. Pendant ce temps de pause, on peut réattribuer une prestation. Enfin, il y a énormément de choses qui sont directement liées au métier, et donc du coup ça serait très compliqué et très coûteux d'aller refaire. Du coup, moi, la solution qui a été plutôt celle que j'ai adoptée, c'est d'essayer de travailler main dans la main avec Planety, du coup avec mon expertise de strat produit, et de leur faire un audit complet de leur solution en leur apportant un peu tout ce qui me manquait et qui serait un peu des game changers. En chiffrant, moi, il y a plein de choses qui me manqueraient pour vraiment aller booster mon business, qui seraient vraiment différenciants. Et donc, du coup, je leur ai fait une presse produit chez Planety. Tu fais partie de ces clients-là. Exactement. Exactement. Mais ça va parce qu'ils en ont peu, parce que c'est un profil quand même assez atypique dans un salon de coiffure d'avoir une ancienne en strat produit. Donc, mais bon, voilà. Donc, c'est sûr que ça serait un peu mon rêve d'avoir une solution toute custom, d'avoir une armée de devs pour faire ça. Mais ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas si simple que ça à refaire. Non, pas si simple. Mais tu peux appeler Cosa Vostra pour en parler. Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, Planety, si vous m'écoutez, si vous nous écoutez, je serais très heureux qu'on en parle. Alors, on est un peu loin du e-com, mais il y a du e-com quand même. Donc, je serais très heureux qu'on parle du développement et de la strat B2B, en fait, de vente B2B du déploiement. Sur le marketing, je reste là-dessus. Donc, pas d'achat média, purement organique jusqu'à présent. Ouais. Un gros travail. Alors, visuel, évidemment, mais surtout de la marque et de l'expérience autour de la marque. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Une conviction sur les promos? Alors, nous, on travaille avec la marque vraiment avec un phénomène de proximité. Le premier point, c'est que, par exemple, Pierre va vraiment incarner la marque en continu, c'est-à-dire qu'il est très présent pour répondre aux questions. Genre, tous les vendredis, on fait quelque chose qui s'appelle la Carly Hotline, c'est-à-dire qu'on ouvre une boîte à questions et qu'on permet à toutes de poser toutes les questions qu'elles ont envie. Sur Insta? Ouais, sur Insta. Et du coup, le vendredi, vraiment, c'est le temps où on prend le temps de répondre à toutes les questions, que ce soit en vidéo ou en réponse story. On répond quasiment à 100%, sachant qu'on a reçu des centaines le vendredi. Donc voilà, c'est hyper clé que sur Insta, ça n'arrive quasiment jamais qu'il y ait un message qui ne soit pas répondu. Et ça, c'est hyper clé pour la marque, c'est qu'il y a vraiment une relation de proximité. On a aussi ce ton de langage, c'est-à-dire que peu importe à qui tu parles dans le salon, on va avoir le même élément de langage. On tutoie, on est tout le temps hyper nice sur la manière d'aborder la cliente. Pour nous, c'est hyper clé. Qu'elle ait une super expérience. La dernière fois, c'est marrant, j'ai une cliente qui me disait oui, j'aimerais bien déplacer si possible mon rendez-vous dans 3 jours, je sais pas si c'est possible. Hello, pas de souci, c'est fait. Et quoi, c'est aussi simple que ça? Ouais, c'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est ça, pour moi, le pouvoir, c'est la réactivité de la marque, cette proximité, et du coup, ça développe tout ce qui est l'attachement. Et ce rôle de conseil et d'expertise qu'on ne peut pas driver par de la promo, mais par justement tout ce travail de sourcing, de référencer les meilleures marques, de leur expliquer pourquoi, de leur montrer ce qui se passe en coulisses quand on teste des mèches. On filme, voilà. On est vachement en train de filmer nos coulisses pour que ça puisse vraiment apporter de la valeur aussi à celles qui nous suivent, de comprendre mieux et de comprendre ce qu'on est en train de faire dans le salon. Ok, compris. Vous pouvez aller voir sur Carly Paris, Carly Paris sur Instagram, c'est Carly. Point Paris, tout simplement. 65 000 followers, c'est beau. Je vois de... Enfin, pardon, je ne vais pas terminer ma phrase, ça va faire vieux con, mais vous bossez beaucoup avec l'influence? On travaille énormément avec l'influence, en fait, mais depuis le début, ça a été un peu intrinsèque, parce que Pierre travaille déjà avec plusieurs influenceuses, dont Nolita, qui a été une influenceuse et qui l'a suivi dans son nouveau salon. Et qui a suivi. Ok. Le point clé, quand je dis qu'on ne fait pas de paid, on ne fait même pas de paid non plus chez les influenceuses, c'est elles qui viennent nous voir. Donc c'est ça qui est chouette dans cette histoire-là, c'est que cette stratégie organique, on l'a en toute part. On n'est pas à la chasse aux influenceuses. On
on n'est pas à la chasse au paiement. Et en fait, c'est quelque chose qui est très différenciant parce qu'en fait, d'avoir 65 ans en croissance purement organique, c'est rare parce qu'en vrai, on en a vu plein arriver très rapidement à 100K, mais quand on regarde sur tous les sites, on peut voir les achats. Oui, bon, c'est sûr que si on achète par vague de 10-20 000 abonnés, c'est facile de les avoir. Ce qui n'était pas notre objectif, parce qu'on a un vrai objectif d'avoir une croissance qualifiée, donc une vraie audience à nous. Et du coup, on a choisi de travailler de manière complètement organique pour avoir ces clientes qui nous suivent parce qu'elles ont envie de nous suivre, parce qu'elles aiment ce qu'on est en train de produire et donc du coup, qu'il y a une vraie valeur aussi pour la marque. Ok, hyper intéressant. Il y a un point sur lequel dont on peut parler aussi, mais sans y rentrer trop longtemps, mais c'est que vous êtes vous transformez les coiffeurs qui sont au salon Carly en stars, en tout cas vous les starisez. La lumière n'est pas que sur Pierre, c'est ce que je veux dire. Souvent dans d'autres salons, c'est le nom du coiffeur star et ensuite on oublie les autres qui exécutent ce sur quoi il les a formés. Donc vous les starisez et vous en faites du coup des ambassadeurs aussi. Complètement, en fait, c'était aussi un vrai point, c'est que dans le salon, on veut mettre en lumière chacun des talents et donc du coup, ils sont tous connus, on va les taguer sur Instagram. Le but n'est pas de les cacher, de toute façon ça sert, je pense, un peu à rien de faire ça. Au contraire, le but étant que tout le monde ait sa visibilité. Je pense que c'est un super tremplin et c'est une belle suite de l'histoire. En vrai, je pense que c'est le sens de l'évolution. Je pense que beaucoup de métiers vont évoluer en ce sens-là. Quand on est manager, moi j'ai toujours, quand j'étais manager, que mon seul rôle c'était de me rendre obsolète et que c'est qu'ils soient capables de prendre ma place. Et en fait, c'est de travailler dans ce sens-là, c'est de tirer tout le monde vers le haut en leur donnant toutes les clés. On fait des press business tous les mois, on détricote. Et du coup, je pense que c'est aussi c'est une super école d'entrée pour comprendre plein de choses et avoir une approche de ce métier aussi parfaite sur la manière de coiffer, parce que c'est clairement le cœur de l'expertise de tout le salon, c'est qu'il y a une vraie expertise sur la coiffure, mais aussi cette partie business qui est super à avoir comme deux pôles pour se lancer après. Très complémentaire du coup avec Pierre. Très complémentaire, ouais. Toi sur l'analytique, le chiffre, le pilotage. C'est ça. Et bon, lui, il avait son expertise. Après, comme je te le disais depuis le début, c'est qu'il a ce business sense qui est complètement intuitif et il adore ça. Donc, en fait, c'est quand même assez drôle parce que des fois, quand je suis dans mes tableaux Excel qui sont pas sexy du tout, en fait, il va aimer comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, c'est génial. On a parlé d'à peu près tous les sujets. Non, tu m'avais dit d'ailleurs, quand on prépare l'entretien, que t'es pas une digital native brand, tu es une Instagram native brand. Mais ça rejoint la Love Brand et ça rejoint aussi le sujet. Ouais. Vous faites du beau et quand on est beau, on a envie de se prendre en photo, j'imagine. Donc ça. Tout est né par Instagram. Même on le voit dans notre source d'audience sur le site, quasiment tout arrive d'Instagram. Donc on voit dès qu'on va mettre une story, on va être beaucoup plus strong en animation story qu'en animation newsletter. Par exemple, on va avoir beaucoup plus d'impact sur des stories. On voit que on essaye là de se lancer sur TikTok en se disant ok, on va découvrir. Mais là, aujourd'hui, le cœur vraiment de Carly est né vraiment sur Instagram. Je peux y aller sur TikTok? Qu'est-ce que je verrai? On a essayé de faire du contenu qui est un peu différenciant et c'est Pierre qui prend pas mal la parole aussi pour avoir du contenu un peu didactique pour expliquer c'est quoi une décoloration, c'est quoi une patine. Donc voilà, d'avoir un contenu, pas de poster exactement la même chose sur Instagram et d'avoir une prise de parole qui soit un peu différenciante sur ce réseau-là. Différenciante comment est-ce que tu l'as adapté? Comme je te disais, c'est Pierre qui prend la parole en direct pour aller expliquer les questions qu'on a tout le temps, type c'est quoi une décoloration, qu'est-ce que ça fait la patine, pourquoi mes cheveux poussent plus. Voilà. Et vous faites de l'acquisition, de l'achat média ou pas? Là, pour l'instant, non. Ok, voilà. Parce que c'est génial. Vous avez 8000 followers, vous allez à un carly.paris sur TikTok, chers auditrices, chers auditeurs. Donc 8000 followers, mais les 3 vidéos pinned font la première 700 000 vues, la deuxième 200, la troisième 600. Ça, c'est un peu la magie de TikTok. C'est quelque chose qu'on a découvert qui est assez drôle parce que, dans les 3 vidéos que tu cites, tu as quand même une où c'est avec Maya Dorable, donc on se dit c'est sûr que ça va exploser, mais il y en a une, c'est avec juste un modèle qu'on avait pris pour expliquer comment on allait s'occuper de cheveux fins pour donner plus de volume. Donc en fait, c'était pas une influenceuse qui a permis de développer la croissance et en fait, elle a fait 700 000 vues cette vidéo et donc on s'est dit c'est incroyable. En fait, le phénomène organique de TikTok avec cet algorithme, en fait, il offre des perspectives qui est quand même assez incroyable. C'est une incroyable histoire et ce que j'aime aussi c'est la morale de savoir un peu les 3 questions que tu as posées ton boss à la SNCF et puis la manière dont tout le monde t'a accompagné. Ils t'ont pas dit non tu pars pas, on va te proposer plus d'argent. Ils t'ont dit pose-toi des bonnes questions et ton futur associé, non ex-associé parce que vous étiez déjà
était aussi Ouais, dans j'ai eu de la l'accompagnement lors chance. de cette décision, quoi. J'ai eu la chance d'avoir un super directeur produit, Benoît, je te salue, et ouais, qui était là aussi pour développer ma carrière et donc me faire me poser les bonnes questions. Et je pense que c'est travailler plutôt dans mon intérêt que voilà. Donc, c'était super chouette cet accompagnement. Et Pierre, bon, bah, bien sûr, toujours égal à l'humaine, donc voilà, c'est une super aventure aujourd'hui. Qui fait que je suis devant toi pour te la raconter, donc c'est cool. Et tu es auditrice du panier en plus, donc Ouais. c'est ça qui est super. Marie, merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant. Merci à J'espère toi. que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu, ceux qui nous ont regardés. Vous qui nous écoutez, je sais que ça vous plaît. J'espère en tout cas, je fais tout mon possible pour. Vous retrouvez Marie Piette, P-I-E-T, sur LinkedIn si vous avez d'autres questions. Et évidemment, carly.paris pour les voir sur Instagram ou sur le site, tout ce dont on vient de parler. Merci Marie. Merci. Salut.